à tous, merci de nous rejoindre en direct de la salle des conférences du Sénat, juste à côté de l'hémicycle de la Haute Assemblée, pour la troisième et dernière lecture autour du projet de loi sur le redécoupage des régions françaises. Troisième lecture au Sénat après le vote définitif de l'Assemblée nationale la semaine dernière, et c'est sans doute la carte des régions françaises telle qu'elle a été dessinée par l'Assemblée nationale qui va être retenue après et malgré le vote cet après-midi du Sénat. Alors il y a quelques instants, André Vallini, le secrétaire d'État chargé de cette réforme territoriale, était à nos côtés. On va écouter sa réaction donc à ce baroud d'honneur du Sénat autour du découpage des régions cet après-midi. La troisième lecture est prévue par les textes, c'est la démocratie parlementaire qui veut ça, et après tout c'est bien, le débat aura été approfondi, on sera allé au fond des choses, à l'Assemblée nationale pendant 3 lectures, au Sénat pendant 3 lectures, toutes les hypothèses auront été envisagées, puis à la fin, une carte va sortir, enfin. Oui, ça y est, elle est sortie, c'est celle de l'Assemblée nationale, celle qui a déjà été adoptée la semaine dernière, qui va être la carte définitive. Cette carte, qui devrait être définitive, c'est vrai, présente une vraie cohérence. 13 régions, 12 régions continentales plus la Corse, puissantes, que nous allons renforcer demain avec l'examen qui commence du texte sur les compétences, parce que la taille des régions, ce n'est pas tout, il faut aussi qu'elles aient des compétences renforcées. Voilà, on aura mis un peu plus de 6 mois, c'est allé assez vite, et en même temps, je le répète, les parlementaires, au Sénat comme à l'Assemblée, ont eu tout le temps de débattre. Et puis on a débattu aussi de cette carte dans les provinces, dans les régions françaises. Notamment en Alsace, les Alsaciens ne sont pas contents, ils n'ont aucune envie d'être dans cette grande région de l'Est, avec la Champagne, avec la Lorraine. Donc les Alsaciens, vous leur dites, bah, tant pis, ça va être comme ça? Je dis 2 choses aux Alsaciens. D'abord que nous respectons évidemment et profondément l'identité alsacienne, parce qu'elle existe. Et depuis longtemps. Elle est historique, cette identité alsacienne. De la même façon que beaucoup de provinces, parce qu'il s'agit souvent de provinces remontant à l'Ancien Régime, beaucoup de provinces ont des identités très fortes. Il n'est pas question pour le gouvernement de les bafouer, ces identités, de les gommer, de les effacer. Nous les respectons et elles vont demeurer vivantes. Elles vont continuer à traverser les périodes, les régimes politiques. Elles ont traversé la Révolution française, la Restauration, 2 empires, 5 républiques. Personne ne songe à remettre en cause l'identité alsacienne ou l'identité de quelques provinces que ce soit. Mais la deuxième chose que je dis aux Alsaciens, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, il faut des grandes régions puissantes, et qu'une grande région à l'est de la France, face à l'Allemagne, face aux pays du nord de l'Europe, une grande région avec Metz, Nancy, Reims et bien sûr Strasbourg comme capitale, ça aura du sens. Oui, alors c'est justement ces grandes régions, de quelles compétences elles vont bénéficier? Ça, on va le voir effectivement à partir de demain. C'est la discussion sur le second texte autour de cette réforme territoriale de votre gouvernement. Discussion autour des compétences, à la fois des régions, des départements, des communes. Il y a une compétence qui est regardée à la loupe, c'est celle en matière d'économie, en matière d'emploi. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un droit d'expérimentation pour les régions? Le débat est ouvert au sein même de votre gouvernement. Le droit d'expérimentation, il existe dans la Constitution, et c'est vrai que telle ou telle collectivité territoriale, région, département, peut envisager d'expérimenter telle ou telle compétence nouvelle. L'essentiel de ce que nous allons proposer demain au Sénat et ensuite à l'Assemblée, c'est de renforcer les compétences économiques des régions, de leur donner le leadership, pour parler français, de tout ce qui concerne le développement économique, l'aide à l'innovation, l'aide aux entreprises, l'aide à l'internationalisation des entreprises. Et en matière d'emploi? En matière d'emploi, le débat est ouvert. Certains souhaiteraient qu'on aille plus loin. C'est vrai que les régions puissent expérimenter, pour celles qui le souhaitent, certaines parties du service public d'accompagnement vers l'emploi. D'autres manifestent des réticences. Nous comptons sur le Parlement pour en débattre et pour éclairer le gouvernement. Est-ce qu'il y aura une double lecture au Parlement sur ce texte autour des compétences? Il y aura en tout cas, bien sûr, une lecture. C'est une demande du Sénat et du président du Sénat, Gérard Larcher. C'est tout à fait légitime. Avant les élections départementales, il y aura eu une lecture au Sénat en décembre-janvier, et une lecture à l'Assemblée nationale, ce qui permettra d'engager les élections départementales sur une base claire. On saura, les candidats sauront sur le terrain. Est-ce qu'il y aura une seconde lecture après les élections départementales? Pourquoi n'y aurait-il pas une seconde lecture? Parce que vous souhaitez engager une procédure accélérée autour de ce projet de loi. Avant les élections départementales, ça me paraît difficile. S'il y a une deuxième lecture, et je souhaite qu'il y en ait une, elle aura lieu après les élections départementales. D'accord, donc vous espérez d'ici l'été au gouvernement avoir bouclé cette réforme territoriale? Oui, nous espérons qu'au printemps prochain, au bout d'1 an, la réforme territoriale aura été menée à bien. Ça aurait été rapide, approfondi et rapide, parce que c'est une réforme qui est attendue par les Français, attendue par les élus locaux,
qui en ont assez de l'enchevêtrement des compétences. Plus personne ne sait qui fait quoi exactement. Les citoyens d'abord, et c'est contraire à la démocratie que le citoyen ne sache pas à quoi sert exactement l'argent public qui vient de ses impôts. Donc il faut y voir plus clair, être plus efficace et puis renforcer l'efficacité des services publics. Et ça concerne l'intercommunalité parce que les communes aujourd'hui, elles sont très nombreuses. C'est une richesse démocratique en France que d'avoir autant de communes, mais il faut les encourager à fusionner davantage encore leurs compétences, à se regrouper pour faire à plusieurs ce qu'elles ne peuvent plus faire toutes seules. Très bien, écoutez, merci beaucoup André Valigny d'avoir répondu à notre question avant cette dernière lecture, donc autour du découpage des régions. Je vous laisse repartir en séance. Voilà, donc André Valigny, secrétaire d'État chargé de cette réforme territoriale, à nos côtés. Il y a quelques instants, la séance a démarré il y a quelques minutes autour de cette troisième et dernière lecture au Sénat autour du découpage des régions. Saveria Rojek, bonjour. Vous êtes dans la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Quelle est l'ambiance? J'ai l'impression que les sénateurs veulent aller vite, veulent accélérer les choses pour en finir avec ce découpage territorial sur les régions. Oui, tout à fait, Perrine. Vous l'avez dit, c'est la semaine charnière pour la réforme territoriale. Aujourd'hui au Sénat, mercredi à l'Assemblée qui devrait adopter définitivement le texte après l'échec de la CMP le 27 novembre. Néanmoins, la commission spéciale chargée d'examiner le texte ici au Sénat la semaine dernière a rétabli une carte de France à 15 régions. Elle a en outre maintenu la position du Sénat sur les conditions de rattachement d'un département à une autre région limitrophe. Alors ici au Sénat, on ne s'attend pas à de nouvelles batailles homériques. Pas beaucoup de monde dans l'hémicycle, un sentiment domine chez les sénateurs, les jeux sont faits. Et c'est donc bien une France redessinée à 13 régions qui devrait s'imposer, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot. Entre autres, vous l'avez dit, le projet de loi fusionne donc l'Alsace avec la Lorraine et Champagne-Ardenne, le Nord-Pas-de-Calais avec la Picardie et Midi-Pyrénées avec Languedoc-Roussillon. 3 fusions contestées, la première surtout avec des manifestations de rue ce samedi à Strasbourg. Le gouvernement n'aura consenti à des concessions qu'à la marge. Sa carte prévoyait initialement 14 régions. Il aura fallu 6 mois pour en arriver là, après 3 navettes entre les deux chambres. Merci beaucoup Saveria, on vous retrouvera sans doute un petit peu plus tard dans l'hémicycle du Sénat. François-Noël Buffet, le rapporteur de ce projet de loi autour du découpage des régions, était à mes côtés il y a quelques instants. On écoute cette interview. Oui, on le sait, c'est le jeu institutionnel qui est ainsi. Nous revoterons cet après-midi le fait que l'Alsace puisse être autonome et que Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées soient effectivement séparés. Pour le reste, il y a d'autres points sur lesquels il y a eu à la fois des désaccords, mais aussi des moyens de partage et d'accord, notamment un gros travail du Sénat sur la représentation à minima des départements au sein des régions que nous avons réussi à préserver de manière... Ça, c'est l'apport du Sénat. Ça, c'est l'apport du Sénat, mais qui est un apport important, puisque c'est celui qui respecte à la fois le critère démographique, mais aussi le critère territoriale. Et donc ça, c'était vraiment très important. Il y a eu d'autres points sur lesquels le Sénat a fait prospérer les choses. Je pense en particulier sur l'exercice du droit d'option, sur le fait que nous n'ayons plus besoin de recours référendaire dans ces projets-là pour assouplir le système. On était un peu dans le syndrome alsacien dans cette affaire. Donc il y a quand même des points qui ont été des avancées fortes du Sénat. Plus de référendum obligatoire, un droit d'option pour les départements qui voudraient changer de région. Donc ça fait partie notamment des apports sur lesquels le Sénat a travaillé. Le deuxième temps fort important de cette réforme territoriale, c'est demain la discussion autour du projet de loi sur les compétences des différents territoires. Sur quel point vous avez envie que le Sénat fasse entendre sa voix sur cette action? Il faut impérativement que nous fassions entendre notre voix sur la spécialisation des compétences, sur la clarification absolument nécessaire des compétences de chaque collectivité pour que chacun s'y retrouve, sur le respect autant que faire se peut des bassins de vie, et puis sur une organisation qui permette des économies réellement, ce qui n'est pour l'instant pas le cas ou pas suffisamment clair. Et puis la logique d'une réforme finalement des régions qui va s'adapter ou se construire sur l'existence des départements, ce qui est un point important. C'est ce que nous avions souhaité au moment du texte sur les régions, qui se concrétise maintenant sur le texte de la loi NOTRe. Voilà, donc François-Noël Buffet à nos côtés tout à l'heure, avant le début de cette séance qui a repris il y a quelques minutes. Donc je vous laisse rejoindre avec nous l'hémicycle du Sénat pour suivre la discussion générale autour de cette troisième et dernière lecture sur les découpages des régions. C'est André Valigny qui s'exprime au nom du gouvernement. Très bonne séance à tous sur l'antenne de Public Sénat. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous voilà réunis à nouveau pour débattre du projet de loi relatif à la délimitation des régions
aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Depuis le début de l'examen de ce texte, nous savons qu'il s'inscrit dans une réforme qui va transformer par étapes et en profondeur l'organisation territoriale de la République. La loi du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM, modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, a été la première étape. Vous débattrez dès demain après-midi du projet de loi sur les compétences et nous examinons cet après-midi le texte sur la carte des régions. Ces réformes, dans leur ensemble, répondent, vous le savez, à 3 exigences. D'abord, une exigence démocratique, la clarté. Les citoyens doivent savoir en effet qui fait quoi et c'est pourquoi nous voulons clarifier les compétences de chaque niveau de collectivité locale. Une exigence économique ensuite, la compétitivité, car nos régions doivent avoir les moyens d'être plus attractives demain et mieux armées dans la compétition économique. Enfin, une exigence de service public, c'est l'efficacité. Car si nos concitoyens sont toujours plus exigeants, l'argent public, lui, est toujours plus rare. Et nous devons permettre à nos collectivités locales de remplir leurs nombreuses missions à un coût supportable. C'est donc dans ce cadre général que nous abordons aujourd'hui la dernière étape du projet de loi visant à créer des régions françaises capables de peser à l'échelle européenne dans un contexte de concurrence où chaque pays, mais aussi chaque territoire, s'efforce d'attirer les capitaux, les compétences et les talents nécessaires au développement économique. Or, la plupart de nos régions actuelles n'ont pas toujours la dimension requise pour bâtir des stratégies industrielles, lancer des programmes de recherche, attirer des investissements ou réaliser des infrastructures nécessaires. La réforme que nous proposons permettra de faire passer la population moyenne des régions françaises de 2 600 000 à 4 300 000 habitants. Et ce n'est pas neutre. La taille d'une collectivité, quand elle est suffisamment importante, lui permet en effet d'avoir une dimension géographique et une masse budgétaire suffisante pour développer des actions et lancer des projets de long terme et à grande échelle. Notre volonté est aussi d'adapter notre carte administrative à la nouvelle géographie économique, celle de la mondialisation, celle de la recherche et de l'innovation, pour que l'ensemble des territoires de notre pays, et notamment les territoires périurbains, mais aussi les territoires ruraux, puissent tirer profit de l'appartenance à des régions fortes et puissantes. Nous sommes donc en 3e lecture de cette nouvelle carte des régions et la commission mixte paritaire n'a pas abouti. Ce n'est pas une vraie surprise, tant nous savons bien les uns et les autres que le choix de tel ou tel regroupement ne s'impose pas toujours d'évidence et que la carte idéale n'existe pas. Selon que l'on privilégie les traditions historiques ou les éléments géographiques, les facilités de communication ou les complémentarités industrielles, les flux économiques ou les synergies universitaires, on peut proposer de marier telle région avec telle ou telle autre. Une chose est certaine, les fameuses identités régionales ne sont en aucune manière menacées par une réforme administrative qui est guidée par le seul souci de l'efficacité. J'ai vu comme vous ce qui s'est passé avant-hier encore en Alsace et je tiens à dire aux Alsaciens comme aux Bretons comme à tous les habitants de nos régions que nous ne cherchons ni à supprimer ni à forger de nouvelles identités. Ces identités sont en réalité provinciales puisqu'elles remontent pour la plupart à l'Ancien Régime et la plupart n'ont d'ailleurs jamais donné naissance à une région ni même à un département. Le Berry, la Touraine ou le Dauphiné, la liste est longue de ces territoires qui ne correspondent à aucune circonscription administrative et qui continuent pourtant à exister dans la mentalité collective. Ces identités régionales, provinciales, elles ont traversé la Révolution française, la Restauration monarchique, 2 empires, 5 républiques, et elles survivront encore, soyons-en certains, à notre réforme administrative. Vos amendements en commission ont montré en tout cas que vous maintenez 2 sujets de divergence avec l'Assemblée nationale. Le premier, c'est votre opposition à la fusion entre les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, et le second, c'est votre opposition à la grande région Est. Ces questions ont fait l'objet de débats intenses, à l'Assemblée comme au Sénat, et les majorités qui se sont dégagées dans chacune des 2 chambres ont transcendé les clivages partisans. J'en veux pour preuve que la commission spéciale du Sénat avait voté en première lecture cet été un article prévoyant la fusion de la Champagne-Ardenne, de la Lorraine et de l'Alsace, ainsi que, avant même que l'Assemblée ne l'adopte, la fusion entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Pour autant, et je veux le souligner, les 2 chambres s'accordent sur le périmètre de 11 sur 13 régions. J'en viens au fameux droit d'option.
La volonté du gouvernement, vous le savez, a été de favoriser les fusions de régions en évitant leur démembrement. Mais cette approche doit bien sûr s'accompagner de la souplesse nécessaire. C'est dans ce cadre que s'est posée la question du transfert d'un département d'une région à une autre, et je sais toute l'importance que le Sénat accorde à cette question. Il nous faut donc trouver, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, un équilibre subtil entre la stabilité nécessaire du nouveau découpage et la flexibilité indispensable pour satisfaire des aspirations locales. La solution à laquelle est parvenue l'Assemblée nationale nous semble répondre à ces critères. En effet, la suppression de l'obligation de tenir 3 consultations référendaires locales, une pour chacune des collectivités concernées, consultation référendaire qui était assortie de surcroît d'exigences de participation électorale minimale. Avec cette suppression, nous apportons un assouplissement significatif au droit d'option. Vous retenez le principe de délibération concordante pour la région d'accueil et le département de départ à la majorité des 3/5, et vous considérez que la région d'origine peut seulement s'opposer au transfert du département en question à la majorité qualifiée. Nous considérons pour notre part que cette disposition n'est pas conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales et il ne nous paraît ni possible ni souhaitable que le pouvoir réglementaire puisse modifier le périmètre d'une collectivité sans que celle-ci ne l'ait approuvé à une majorité qualifiée. Là où l'empreinte du Sénat sur ce texte aurait été la plus forte, c'est bien sûr sur la question de la représentation des territoires ruraux. Dès la première lecture, vous aviez exprimé votre volonté que la représentation de ces territoires ne soit pas affaiblie par la réforme de la carte régionale. Le gouvernement partage cette préoccupation, mais vous le savez, nous sommes tenus par la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'égalité du suffrage qui exige que le rapport entre le nombre d'élus et la population qu'ils représentent ne varie que dans d'étroites limites au sein d'une même assemblée. À la suite d'un travail très approfondi mené avec le sénateur Buffet, dont je veux saluer l'implication, nous avons pu défendre un amendement à l'Assemblée nationale permettant de répondre à vos préoccupations en fixant un nouveau plancher de 4 représentants pour les départements au-delà de 100 000 habitants, bénéficiant notamment à l'Ariège, aux Hautes-Alpes, au Cantal, à la Creuse et aux Alpes de Haute-Provence, sans que rien ne soit retiré à la Lozère, avec un maintien d'au moins 2 représentants par département au sein des futurs conseils régionaux. Je crois que nous sommes ainsi allés aussi loin que la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel nous le permettent. Mesdames et Messieurs les sénateurs, même si toutes les propositions émanant de votre Haute Assemblée n'ont pas été retenues, le gouvernement et les 2 chambres ont convergé, vous le savez, à défaut de toujours se rejoindre, sur les grands axes de cette réforme. Comme la plupart d'entre vous, je suis un élu local et il m'est souvent arrivé d'être irrité par l'enchevêtrement des compétences, la dilution des responsabilités, la dispersion des crédits. Depuis longtemps, je souhaite donc, comme vous, qu'une nouvelle phase de réforme permette de moderniser notre organisation territoriale pour la rendre plus lisible et plus efficace. C'est l'objet de ce texte, comme de celui qui viendra demain en discussion devant vous. Quant à la méthode, je connais les reproches qui ont été faits ici il y a quelques mois lors des 2 premières lectures, notamment sur le calendrier et sur la rapidité de la réforme. Mais franchement, pensez-vous que 6 mois ou même 1 an de plus auraient empêché que l'on se heurte aux mêmes problèmes à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud de notre pays? Les rapports se sont multipliés depuis 15 ans. Le rapport Mauroy en 2000, le rapport Balladur en 2008, le rapport Raffarin-Cratinger il y a quelques mois, le rapport Lambert-Malvy, d'autres encore. Le débat a eu lieu dans nos régions, dans nos départements, dans la presse quotidienne régionale comme dans l'opinion, des sondages, des débats, des tribunes, tout a été dit, et au Sénat plus qu'ailleurs. Alors au moment où nous entamons l'avant-dernière étape de cette procédure parlementaire, j'aimerais inviter chacune et chacun d'entre vous à mesurer la portée historique de notre travail. C'est toujours en réformant son organisation que la France a avancé. À la fin du Moyen Âge, pour affermir la monarchie face aux féodalités, la France, avec Philippe Auguste puis Philippe le Bel, a créé l'État. Au tournant de la Révolution, pour affirmer partout l'État, la France, avec les Jacobins puis avec Bonaparte, a unifié les territoires de la République. À la fin du XIXe siècle, pour consolider la République, la France, avec Léon Gambetta et Jules Ferry, a inventé la démocratie locale. Et puis après l'alternance de 1981, pour renforcer la démocratie locale, la France a fait, avec François Mitterrand, Pierre Mauroy et Gaston Defferre, la décentralisation. C'est une nouvelle page de cette histoire qu'il nous revient d'écrire ensemble aujourd'hui, et je remercie le Sénat d'y apporter sa précieuse contribution.
La parole est à Monsieur François-Noël Buffet, rapporteur de la commission spéciale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, mes chers collègues, quelques mots au moment où ce texte vient pour la dernière fois devant notre Haute Assemblée. Quelques mots pour rappeler que ce parcours fut on ne peut plus chaotique, porté avec des débats passionnés, tout autant que passionnels, mais il convient à cet instant peut-être de faire un point de bilan sur le travail apporté par le Sénat et sur l'état du texte. Tout d'abord, rappeler que nous avons, et nous l'aurons sans doute tout à l'heure, l'occasion de rappeler les dispositions de l'article 1A, que l'Assemblée nationale a supprimé après la CMP infructueuse, l'avait supprimé avant, mais n'a pas souhaité le rétablir ensuite, qui avait prévu que l'on rappelle les principes directeurs de notre organisation décentralisée. Nous le souhaitions fortement au Sénat, nous l'avons maintenu, l'Assemblée n'a pas souhaité le garder, nous le redirons tout à l'heure de manière tout à fait formelle, de façon à ce que notre attachement à l'organisation de nos territoires et à ces structures soit de nouveau confirmé. Sur la carte régionale, à savoir les articles 1er et 2 de ce texte, la région initialement proposée par le gouvernement regroupant Centre, Limousin, Poitou-Charentes n'a pas été retenue. Certaines fusions consensuelles, comme la Normandie et Bourgogne-Franche-Comté, ont été finalement adoptées. La délimitation de la région Centre n'a pas été remise en cause, mais son nom a été changé au profit de Centre Val-de-Loire, plus évocateur de la réalité géographique de cette région, amendement adopté par notre Haute Assemblée en deuxième lecture, à l'initiative de nos collègues Jean-Pierre Sueur, Jacqueline Gourault et Éric Doligé. Ces régions serviront de cadre pour les élections régionales de 2015, ce qui a fait d'ailleurs l'objet d'un accord depuis la première lecture. Restent deux divergences sur les limites régionales. Le fait que la région Alsace, que les départements d'Alsace, Haut-Rhin et Bas-Rhin aient été réunis avec la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Nous savons qu'ici, ce sujet fait débat et le Sénat a réaffirmé sa volonté de voir le projet alsacien maintenu, engagé depuis de longs mois, et donc nous le réaffirmerons. Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont été regroupés par l'Assemblée nationale. Le Sénat avait un point de vue différent et qu'il avait entériné à l'occasion des deux dernières lectures. Nous demanderons à ce que les choses soient ainsi à nouveau. Sur l'évolution des limites territoriales et singulièrement sur les dispositions de l'article 3, le Sénat a supprimé les recours obligatoires au référendum pour faire évoluer les délimitations des régions et des départements à la faveur d'amendements de notre collègue Michel Delebarre, rapporteur, ce que l'Assemblée nationale a accepté d'ailleurs dès la première lecture. Le Sénat a souhaité permettre la fusion des départements, ce qui répond à des attentes locales comme pour la Savoie. L'Assemblée nationale l'a finalement accepté en deuxième lecture. Pour l'exercice du droit d'option, un accord existe entre les deux assemblées sur la nécessité d'une majorité qualifiée des 3/5 des suffrages exprimés. Cette décision est suffisamment importante pour qu'elle requiert plus largement que les délibérations ordinaires. La notion de 3/5 était pour nous une garantie forte de la volonté réelle des collègues élus pour réaliser ces fusions. En revanche, un désaccord persiste sur le sens de l'avis de la région d'origine à recueillir. Le Sénat souhaite que ce soit une faculté d'opposition. L'Assemblée nationale souhaite que son consentement soit requis. La position sénatoriale nous paraît en la circonstance plus souple et ouvrir plus de possibilités que la position de l'Assemblée nationale que l'on interprète beaucoup plus fermée. L'Assemblée nationale s'est ralliée, pour l'essentiel, à la disposition permettant de rendre ce droit d'option plus opérationnel en matière électorale. La répartition des sièges de conseillers régionaux et des candidats par section départementale pourrait exceptionnellement s'opérer par voie réglementaire selon une formule fixée par le législateur, en l'occurrence par notre collègue, le président de la commission des lois, Philippe Bas, à l'occasion de la deuxième lecture. Point particulier sur les articles 5 et 12 relatifs à la métropole de Lyon. Le Sénat et l'Assemblée ont prévu des dispositions électorales nécessaires à la mise en place de cette métropole en 2015,
puisque la métropole de Lyon formera une section départementale pour l'élection des conseillers régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes et les mandats de conseillers généraux élus pour le département du Rhône, élus dans les cantons compris exclusivement sur l'emprise de la métropole de Lyon, cesseront également à cette date. Sur le calendrier électoral et l'article 12, en deuxième lecture, le Sénat et l'Assemblée ont adopté le même calendrier électoral, faut-il le rappeler. Les dates des prochaines élections départementales ont donc été fixées au mois de mars prochain et les dates avec une date de renouvellement général en mars 2021, également pour les élections régionales dont la date a été retenue pour le mois de décembre 2015. Enfin, sur le nombre minimal de conseillers régionaux par département, à l'article 7, c'est un sujet important pour lequel le Sénat a effectivement beaucoup travaillé. En nouvelle lecture, la commission spéciale a approuvé la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale d'un amendement puisé à la source de nos collègues Calmette et Schwarzenberg, approuvé par la commission des lois et le gouvernement, et dont je veux bien dire que le Sénat n'y est pas pour rien, car nos collaborateurs y ont travaillé et ont participé à cet amendement. Le Sénat avait fixé ce nombre au moins à 5 et l'Assemblée nationale au moins à 2. La rédaction proposée retient au moins 2 représentants pour les départements comptant moins de 100 000 habitants et au moins 4 pour les autres départements. Cette formule a la particularité de respecter notre Constitution. Et là en est l'avantage, alors que nous savions, et que les choses soient claires, que ce que nous avions était communément admis, que ce qui avait été voté dans notre Haute Assemblée, quand bien même elle soit justifiée sur le fond, posait un problème constitutionnel. Avec ce dispositif mis en place, nous pourrions obtenir, je pense, une représentation à la fois démographique et territoriale qui soit la garantie de ce que nous souhaitons dans cette Haute Assemblée. Et donc, sur ce point, je vous proposerai de voter le texte tel qu'il vient de l'Assemblée nationale, ce qui nous permettrait d'avoir sur ce point un consensus très fort. Faut-il rappeler que le Sénat maintiendra l'écrêtement des effectifs des conseillers régionaux, à l'exception de ceux d'Île-de-France, car il n'y a pas de changement de périmètre. C'est notre volonté, 10%, c'est très peu, mais c'est à la fois suffisant pour marquer aussi la volonté que nous avons de vouloir participer autant que faire se peut dans cette opération à quelques sources d'économie, minimum soit-elle. C'est plus un signe qu'une réelle efficacité financière, mais en tous les cas, c'est un signe qui compte, et souvent, il suffit d'un signe pour que les choses fonctionnent très bien. Voilà, merci de votre attention pour ces quelques propos de votre rapporteur de la commission spéciale, tout en profitant de l'occasion pour remercier le président et l'ensemble des commissaires qui ont aidé à la préparation de ce texte. Merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Philippe Kaltenbach pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis ce jour pour débattre une nouvelle fois, la troisième fois, de ce projet de loi relatif à la délimitation des régions, mais également relatif aux élections régionales et départementales, et notamment au calendrier électoral. Vous vous en souvenez, en première lecture, c'était en juillet dernier, malheureusement, le Sénat n'avait pas abordé le fond du texte et nous avions subi de multiples manœuvres d'évitement qui, en fait, ont abouti à ce que ce soit l'Assemblée qui prenne en main le texte en première lecture. Heureusement, en seconde lecture, après les élections sénatoriales, il y avait un petit lien entre le texte et les élections sénatoriales. Il semble que la nouvelle majorité sénatoriale soit revenue à une volonté de travail constructif, et je tiens à l'en féliciter, puisque nous avons pu, à l'occasion de la seconde lecture, faire valoir l'expertise du Sénat et un texte constructif a pu être adopté ici en novembre. Bien sûr, nous n'étions pas d'accord sur tout, mais au moins nous avons pu avancer au fond des choses. Et je crois que cela est positif. D'ailleurs, sur de nombreux points, nous l'avons vu en examinant le texte au fond, il y a eu, in fine, accord entre le Sénat et l'Assemblée. Mais sur un point essentiel, qui est un petit peu le cœur du dispositif, sur la délimitation des régions, il était clair qu'entre
la majorité sénatoriale et le gouvernement soutenu par une majorité à l'Assemblée ainsi que par les sénateurs socialistes, il y avait un désaccord sur 2 régions et que donc il était difficile d'arriver à un consensus. C'est pourquoi la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 27 novembre dernier s'est soldée par un échec. D'ailleurs, elle a été extrêmement rapide. Le rapporteur a tout de suite constaté qu'il n'y avait pas d'accord possible puisque nous avions 2 périmètres de régions sur lesquels nous n'étions pas d'accord. La région Grand Est avec le cas alsacien et puis la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon avec les 2 visions de cette région. Donc voilà, pas d'accord sur les périmètres de 2 régions, mais je crois qu'il faut le noter, accord sur les 11 autres grandes régions. Cela dit, nous revenons donc en 3e lecture afin de voir comment nous pouvons continuer à avancer. Nous continuerons, nous, en tant que sénateurs socialistes, à défendre cette idée d'une carte à 13 régions. 13 régions parce que nous voulons des régions fortes sur le plan démographique pour mieux répondre aux défis du développement économique de nos territoires. La carte, telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale et que le groupe socialiste du Sénat soutient, compte désormais en moyenne des régions qui font un peu plus de 4 millions d'habitants. Et déjà, l'évolution va être importante puisqu'aujourd'hui, la moyenne de chaque région en France s'établit plutôt à 2,5 millions. C'est un effort important qui a été entrepris en matière de regroupement et de simplification. C'est vrai qu'il reste les 2 cas qui vont être largement abordés dans les débats. J'ai vu sur la liste des inscrits que nous aurons beaucoup de sénateurs alsaciens qui vont venir à cette tribune défendre cette idée que l'Alsace doit rester seule. Mais je dois dire que je n'ai pas été convaincu par leurs arguments, même si, bien sûr, nous aimons tous beaucoup l'Alsace. Mais nous savons aussi que l'Alsace ne compte que 2 départements, compte 1 800 000 habitants, et que c'est vrai, on est très loin de la moyenne des autres grandes régions qui vont être créées. Aussi, pour quel motif devrions-nous soustraire cette région Alsace à la cohérence du travail législatif? Nous voulons des grandes régions, nous voulons des régions fortes, nous voulons des régions qui aient la compétence économique. Pourquoi faire un cas particulier pour l'Alsace? Je crois qu'il faut que nous ayons cette cohérence de la carte au niveau national et je crois aussi que, malgré les réticences qu'on a bien senties dans l'hémicycle, qu'on a vues aussi régulièrement à l'occasion de diverses manifestations organisées en Alsace, que c'est l'intérêt de l'Alsace. L'intérêt de l'Alsace est d'être intégrée dans cette future grande région Est, dont Strasbourg sera la capitale. Et s'il est vrai qu'il y a une forte identité alsacienne, je crois que les Alsaciens pourront se saisir de la possibilité qui a été ouverte de regrouper les départements et nous pourrions avoir un grand département Alsace qui en plus bénéficierait d'un dispositif qui a été voté grâce aux sénateurs socialistes et qui permet, lorsque 2 départements fusionnent, de maintenir la dotation globale de fonctionnement. Je crois que c'est un petit avantage financier qui devrait également contribuer à cette idée de rassembler des départements. Le ministre a parlé de la Salevoie, mais je crois qu'on peut également demain parler d'un grand département Alsace. J'attire également votre attention sur cette grande région Midi-Pyrénées. C'est vrai que le débat a eu lieu. Nous souhaitons maintenir cette idée d'une grande région qui regrouperait à la fois Midi-Pyrénées et à la fois Languedoc-Roussillon. Vous aurez l'occasion de vous exprimer. Moi, je donne la position du groupe socialiste qui a été expliquée à de nombreuses reprises. C'est vrai que si on veut que demain les régions jouent ce rôle économique fort, soient des locomotives, puissent aider les entreprises, notamment les PME, puissent accompagner la compétitivité nécessaire à la reprise économique du pays, il faut des régions qui soient fortes. Et c'est cette volonté qui a conduit le gouvernement au regroupement. Donc la réforme de cette carte des régions a également vocation à accompagner un mouvement d'urbanisation qui s'opère en France depuis plusieurs décennies. Ça n'a pas été évoqué, mais je crois que c'est aussi une des raisons qui amène à ce regroupement dans des régions plus importantes. Nous le savons aujourd'hui, 60% des Français vivent dans des grandes aires urbaines. Nous avons tenu compte de cette évolution l'an dernier avec la loi sur les métropoles. Nous avons permis la création
de métropoles, Paris-Lyon-Marseille, mais également de métropoles régionales. Et dans un souci de cohérence, les métropoles seront abordées dans le débat sur la loi NOTRe. Dans un souci de cohérence et d'efficacité, il fallait aussi que le périmètre des régions s'adapte à ces métropoles, de façon à ce que chaque métropole puisse avoir une aire économique derrière elle. Et je crois que c'était l'intérêt de tout le monde, et des métropoles, qui sont des locomotives, mais également des autres territoires qui vont ainsi bénéficier de cette locomotive métropolitaine. Et c'est l'intérêt des territoires les plus fragilisés, les plus ruraux, qui pourront, dans ces grandes régions, bénéficier de cette dynamique tirée par les métropoles. Alors, ça a été dit par le ministre, je crois que c'est partagé ici sur beaucoup de bancs, la carte parfaite n'existe pas. Et si chacun nous avions dû faire une carte, il est peu probable que beaucoup de cartes eussent été identiques. Mais après des débats qui ont été longs, j'ai entendu ici ou là qu'il n'y a pas eu de concertation, mais ça fait quand même maintenant de très très nombreux mois que nous discutons, et à Paris et aussi en région, de cette nouvelle carte. Donc les éléments ont été discutés partout, les arguments ont été avancés, mais il y a un moment où il faut choisir, et c'est bien sûr au Parlement qu'il revient de choisir. Pour nous, sénateurs socialistes, cette carte à 13 régions nous semble la meilleure et la plus consensuelle possible. Je note d'ailleurs, sans vouloir enfoncer le couteau dans la plaie pour l'Alsace, que j'ai vu un amendement porté par de nombreux sénateurs UMP des régions Champagne et Lorraine qui revendiquent aussi cette grande région Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace. Et on voit bien que sur ce découpage, on voit que parfois les clivages partisans sont dépassés. Donc voilà, je crois que nous avons recherché le consensus le plus large et que grâce à tous ces débats qui ont été nombreux, nous sommes arrivés, je crois, à une carte qui sera porteuse d'avenir pour le pays. Alors deux questions sont susceptibles de rassembler l'ensemble du Sénat sur quasiment tous les bancs, et c'est sur ces deux points que je souhaite insister maintenant. Il s'agit tout d'abord de la représentation des territoires les plus ruraux. Nous avions voté de manière quasi unanime cette idée qu'il fallait un minimum de 5 conseillers régionaux par département, à l'initiative notamment du sénateur Mézard, que je salue. Après des discussions à l'Assemblée, il semble qu'un compromis ait pu être trouvé avec le gouvernement qui garantit que la mesure ne sera pas sanctionnée par le Conseil constitutionnel et qui a arrêté une solution qui permet d'assurer 2 conseillers régionaux pour les départements qui comptent moins de 100 000 habitants. Et je vois notre collègue Alain Bernard, un seul département est concerné, c'est la Lozère qui compte environ 70 000 habitants, mais qui aurait la garantie d'avoir, quoi qu'il arrive, ces 2 conseillers régionaux. Et puis pour les départements de plus de 100 000 habitants, la garantie serait portée à 4 conseillers régionaux. Bien sûr, ce sont les départements qui sont à une population proche de 100 000 habitants qui pourraient bénéficier de ces sièges supplémentaires. Il s'agit notamment du Cantal, département cher à notre collègue Mézard, mais également de l'Ariège, de la Creuse, des Hautes-Alpes ou encore des Alpes de Haute-Provence. C'est vrai que c'est en dessous de ce que nous souhaitions, puisque nous voulions 5 conseils régionaux, mais c'est supérieur à ce que permettrait aujourd'hui la loi si elle était appliquée avec des élections et une participation et des résultats qui pourraient amener peut-être à ce que la Lozère ait 0 conseillers régionaux ou à ce que le Cantal n'en ait que 1 ou 2. Donc c'est une avancée positive, mais qui surtout ne risque pas les foudres du Conseil constitutionnel, parce que nous sommes tenus, parce que nous connaissons trop bien maintenant, qui est ce fameux tunnel des 20%, qui a souvent été contesté ici, on s'en rappelle sur le découpage cantonal, mais qui s'impose à nous. Et je crois qu'il serait hasardeux de ne pas respecter cette disposition. Non, vous avez deux conseillers régionaux qui seront garantis, et il faut tenir compte du Conseil constitutionnel et de sa jurisprudence. Voilà. Peut-être qu'il n'est pas élu, mais bon, nous devons respecter la jurisprudence. Voilà, je crois que tout ça permet d'avancer dans le bon sens. Est-ce que demain il faudra d'autres avancées? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut changer la Constitution. Monsieur Kaltenbach a la parole. Alors, un second point sur lequel nous avons beaucoup débattu et sur lequel nous sommes arrivés à un accord est celui du droit d'option.
C'est vrai que nous avions voté de manière consensuelle ici un droit d'option avec une majorité qualifiée, 60% des membres du conseil départemental, 60% des membres de la région qui allaient accueillir le nouveau département qui souhaitaient passer d'une région à l'autre. Mais on voit que sur le vote de la région de départ, il y a une divergence. Ici au Sénat, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut que ça soit un droit de veto pour la région de départ qui pourra, à une majorité qualifiée, s'opposer au départ. Et les sénateurs socialistes souhaitent rester sur cette position, qui d'ailleurs a été adoptée en commission spéciale. C'est vrai qu'à l'Assemblée, il reste sur l'idée qu'il faut que la région de départ donne son accord avec cette même majorité qualifiée. Je crois que notre position est plus souple, tient plus compte des réalités et doit permettre plus facilement à un département qui, avec une large majorité, souhaite changer de région, d'évoluer. Voilà. Alors, est-ce que nous allons pouvoir continuer à travailler avec l'Assemblée et à faire évoluer la position de l'Assemblée lors de la 4e lecture dans quelques jours? Nous l'espérons. Nous l'espérons. J'ai peu d'espoir sur la carte. Je vous le dis, Madame Tremblay. Je crois qu'il faut sûrement se faire à l'idée que cette carte restera à 13 régions, mais peut-être que sur le droit d'option, il y a des possibilités pour que l'Assemblée évolue. Et je crois que ce serait quelque chose qui serait perçu positivement sur tous les bancs et puis également par nos collectivités locales, puisque si on donne un droit d'option, il faut quand même que, même s'il est très encadré, il soit effectif. Si on met un droit d'option avec trop de verrous, il sera difficile pour un département de passer d'une région à l'autre. Donc nous avons, je crois, fait des ouvertures. Maintenant, la balle sera dans le camp de l'Assemblée nationale. Voilà, pour conclure, mes chers collègues, je constate qu'après un départ particulièrement désastreux pour l'image du Sénat sur ce texte, nous avons réussi à travailler ensemble, à faire évoluer le texte, à faire avancer la position du Sénat sur la carte, sur différents aspects. J'ai parlé du droit d'option, j'ai parlé de la représentation des territoires ruraux, et notre rapporteur a fait état de nombreux points sur lesquels nous avions pu trouver un accord entre le Sénat et l'Assemblée. Cela montre qu'il ne faut pas être dans des postures, mais bien être sur le fond des textes et travailler concrètement pour faire en sorte que les positions puissent s'harmoniser. Je note d'ailleurs que sur une question qui souvent est une question clivante, la date des élections, surtout lorsqu'on les reporte, et on sait à quel point l'opposition a toujours tendance à vilipender le gouvernement qui souhaite décaler les élections. Même sur ce point-là, nous avons pu trouver un terrain d'accord en renvoyant les élections régionales à décembre 2015. Cela montre que par le débat, par la discussion, nous arrivons à faire des textes qui prennent en compte l'ensemble de ce que souhaitent les différents groupes réunis ici dans notre Haute Assemblée, mais également être à l'écoute des territoires. Voilà, je crois que nous avons bien travaillé sur ce texte. Le groupe socialiste soutient cette carte à 13 régions. Et donc, comme en seconde lecture, et comme il est probable que la Commission soit suivie par votre Haute Assemblée, le groupe socialiste s'abstiendra, car sur ce point du nombre de régions, nous souhaitons vraiment rester à 13 et ne pas porter le nombre de régions à 15. Je vous remercie. La parole est à Madame Éliane Assassi pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous voici donc en examen aujourd'hui pour la 3e fois consécutive du projet de loi de délimitation des régions. Alors, il faut dire que le débat sur l'organisation territoriale de notre pays se déroule et s'est déroulé dans des conditions critiquables, mais pas désastreuses, Monsieur Kaltenbach, contrairement à ce que vous avez pu dire. Critiquables à cause, en premier lieu, de la confusion sur ce texte. En fait, c'est scindé en plusieurs textes que nous sommes annoncés par touches successives. Cette réforme, en fait, est devenue illisible pour les citoyens. Et je dois même dire, pour faire beaucoup d'initiatives avec les élus dans mon département particulièrement, elle est même devenue illisible pour beaucoup d'élus de notre pays. Critiquable ensuite, car tout cela s'est construit sans un acteur majeur de toute réforme, c'est-à-dire le peuple de France. Et au moment
où les citoyens aspirent au contraire à être davantage associés aux décisions qui sont prises pour leur avenir. Toutes les mesures qui existaient, cela a été redit par vous-même, Monsieur le Ministre, toutes les mesures qui existaient, y compris dans les projets de loi sur les consultations ou sur les référendums, ont été écartées au profit de décisions prises par des élus. Donc, un rendez-vous manqué à l'heure d'une perte de confiance de nos concitoyens envers leurs élus. Précipiter cette réforme sans consulter le peuple est le symptôme, selon nous, de la poursuite des attaques portées contre la République, dénotant d'un certain mépris pour la démocratie et la souveraineté populaire, en se pliant, que vous le vouliez ou non, que vous vouliez l'entendre ou non, à la seule volonté de la Commission européenne pro-région et austéritaire, celle-ci ayant pour ambition de dissoudre le cadre national pour faciliter la circulation des capitaux et des travailleurs sans droit. Alors, cette réforme s'inscrit dans la droite ligne, c'est le cas de le dire, de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui a amorcé le morcellement de la République guidée par une politique libérale dont l'objectif a été d'opérer de vastes transferts d'activités publiques rentables vers le secteur privé et de diminuer considérablement les dépenses publiques. Elle s'inscrit donc dans la continuité des réformes engagées sous le quinquennat du président Sarkozy, animées par le désengagement financier et politique de l'État, sans contrepartie ni garantie d'égalité, avec une méthode, celle de la mise en compétition, à la libérale bien évidemment, des territoires. Et pourtant, j'ai les souvenirs, et ce n'est pas si vieux que ça, que la gauche tout entière avait combattu la loi de 2010 de réforme des collectivités territoriales. Or, depuis l'élection de cette même gauche au pouvoir, il n'a ni été question de l'abroger, cette réforme de M. Sarkozy, alors qu'on nous en avait fait la promesse, ni même de la détricoter. En fait, les engagements d'hier sont bien oubliés par certains. Bien évidemment, c'est une proposition de loi qu'avait déposée mon groupe, seul le conseiller territorial qui remplaçait donc les conseillers généraux et régionaux. Je sais bien qu'on n'est pas d'accord, Monsieur Mercier, mais ça me rassure quelque part. Seul le conseiller territorial a été supprimé par l'adoption d'une proposition de loi de notre groupe. Donc la réforme de François Hollande approfondit cette logique libérale plus étroitement encore. Somme toute, il est légitime, bien évidemment, de vouloir éventuellement modifier l'organisation territoriale. Toutefois, cette modification doit s'accompagner d'une amélioration de la vie de nos concitoyens. S'il n'apparaît pas évident pour certains, ce point est pour nous très important. N'est-ce pas là l'objectif principal qui doit guider cette réforme, je dirais même toute réforme? Les nouvelles régions ne devraient-elles pas contribuer à réduire justement les inégalités sociales et territoriales? Or, le seul projet qui nous a été proposé est fondé sur l'argument, cela a été dit encore aujourd'hui, sur l'argument d'une attractivité accrue pour de grandes régions dont la puissance devrait permettre de résoudre les problèmes. Or, nous savons bien qu'il n'en est rien. La région Île-de-France est, en la matière, l'exemple le plus criant. C'est une région puissante et pourtant, c'est aussi la région où les inégalités sociales et territoriales sont les plus marquées et continuent à se creuser. La taille et la puissance ne règlent donc pas tous les problèmes, Monsieur Dallier. Par ailleurs, la réforme de François Hollande bafoue l'article L. 4122-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils généraux et des conseils régionaux, des conseils départementaux, j'aurais dû dire des conseillers départementaux. Or, l'examen du regroupement des régions s'est fait sur un coin de table et s'apparente, permettez-moi l'expression, à du marchandage de tapis. C'est un recul démocratique majeur, symbole d'un refus de dialogue avec les élus et les citoyens, symbole aussi d'une forme d'autoritarisme à caractère technocratique. Quant à la droite, qui, à l'occasion de la première lecture, s'offusquait de la méthode employée, c'est aujourd'hui l'alliance avec le Parti socialiste qui est à l'œuvre pour ôter tout pouvoir d'intervention aux citoyens dans ce processus de modification des territoires de la République. La droite sénatoriale n'a-t-elle pas voté en première lecture la motion référendaire
demandant l'organisation d'un référendum sur ce texte de loi? Simple position d'affichage ou schizophrénie? L'UMP et le PS sont en adéquation totale sur le fond de ce texte et les objectifs qu'il poursuit. Monsieur Kaltenbach l'a dit pour partie tout à l'heure. Cette entente dénote qu'il est plus fait appel à des réflexes identitaires ou protectionnistes qu'à l'intérêt général, ce qui, contrairement à la musique que j'entends trop souvent, n'est pas du tout notre camp. C'est là qu'on constate l'influence des baronnies régionales. C'est particulièrement vrai pour l'Alsace, dont les élus exercent une certaine pression au nom d'enjeux n'ayant rien à voir avec l'intérêt général. Et c'est ici que commence la mise en concurrence des territoires. Cette approche conduit à privilégier une réflexion sur les périmètres des territoires, exacerbant les égoïsmes locaux plutôt que sur le fond des choses, les raisons et les objectifs qui conduisaient à revoir le redécoupage des régions. Étant donné l'importance des enjeux liés au renforcement des futures régions, car il y a des enjeux, nous attendions que soient appréhendées et mesurées les conséquences sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan financier et bien entendu institutionnel et juridique, sans oublier bien évidemment le développement durable d'une refonte de la délimitation des territoires régionaux. Cette exigence avait d'ailleurs été pointée du doigt au regard de l'extrême indigence des éléments contenus dans l'étude d'impact. Il n'en a rien été. Nous avons pourtant appris depuis longtemps que si ce travail préalable n'est pas fait, l'échec est assuré. Avant d'organiser cette nouvelle carte des régions, la logique aurait donc voulu que nous examinions en priorité les fonctions et les compétences de ces nouvelles collectivités régionales pour déterminer l'espace qu'elles devraient occuper. Avant de réfléchir au périmètre de ces nouvelles institutions locales, il aurait fallu également s'interroger sur les moyens financiers et humains dont elles pourront disposer pour exercer leurs nouvelles compétences. Encore aurait-il fallu associer l'ensemble des forces sociales intéressées et organiser, j'y reviens, un véritable débat national tranché par une consultation populaire. N'essayez pas de cacher aux citoyens que des régions de grande taille, disposant de compétences très élargies et d'un pouvoir réglementaire, portent le germe d'une organisation fédéraliste se substituant à notre République une et indivisible. Avouez-le, derrière ce redécoupage des régions, sous couvert de renforcer l'attractivité de leur territoire, se cache un projet politique bien plus vaste, celui d'une réorganisation complète de notre République qui vise à faire disparaître bon nombre de collectivités locales. Ce sera destructeur pour notre pacte social, destructeur pour notre pacte républicain. Centralisatrice et inefficace, cette réforme va se traduire en outre par un véritable gaspillage des deniers publics. En effet, contrairement à la fable, 1000 fois répétée par les partisans de ces hyper-régions, les économies annoncées ne seront pas au rendez-vous. La réorganisation des services, le transfert de compétences envisagé, l'harmonisation des régimes indemnitaires des personnels, la refonte de toute la communication institutionnelle et de la signalétique régionale seront autant de surcoûts totalement passés sous silence aujourd'hui. Pour notre part, nous restons attachés à l'organisation de notre République, à ces 3 niveaux de collectivité, même si nous pensons que d'importantes modifications devraient être mises en œuvre pour en démocratiser toujours plus le fonctionnement, pour améliorer les services publics locaux, pour développer tous les partenariats possibles, pour monter des projets communs entre collectivités territoriales dans le respect de toutes les parties prenantes, pour renforcer l'efficacité de l'action publique et toujours mieux répondre aux besoins et aux attentes de la population. Vous voyez, nous ne sommes pas si archaïques que certains se plaisent à le dire. Ce qui nous est présenté aujourd'hui, au nom du parti du mouvement, ce fameux parti du mouvement, n'est qu'un mauvais replâtrage de notre monarchie républicaine, une 5e République bis, pire qu'avant par certains aspects. Ce qui est devant nous, ce n'est pas la voie de la réforme,
mais celle d'une contre-réforme centralisatrice, reniant le mouvement initié il y a 30 ans par un gouvernement de gauche qui œuvrait alors pour une décentralisation démocratique au service d'un projet émancipateur. Cette volonté politique n'anime plus un certain nombre de nos collègues. Par contre, elle nous anime toujours. Et c'est la raison pour laquelle nous voterons une nouvelle fois contre ce texte. La parole est à Monsieur le Président Jacques Mézard pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi sur les fusions de régions constitue pour nous un des pires exemples de la dérive de notre régime au mépris de la démocratie parlementaire et de la démocratie tout simplement. Monsieur le Ministre, il fallait un exécuteur des mauvaises œuvres. Dois-je rappeler que ce texte ne résulte d'aucun programme, que rien n'avait préparé son annonce soudaine en avril 2014, qu'il ne faut pas oser affirmer qu'il aurait été le fruit du rapport sénatorial Raffarin-Cratinger. Les dénégations de nos deux collègues à ce titre sont claires, ce que nous avait d'ailleurs très fermement rappelé Yves Cratinger lors de la commission spéciale de juillet. Je le cite: « Je ne trouve pas dans le projet qui nous est proposé de vision politique globale, lisible, claire. » Notre excellent ancien collègue sénateur socialiste. Il ajoutait: « On ne peut pas dessiner la France des nouvelles régions en quelques heures sur un coin de table. » Et pourtant, vous le faites. Ce texte qui veut bouleverser l'organisation territoriale n'a été précédé d'aucune concertation. Prétendre encore aujourd'hui le contraire est fallacieux. D'aucune étude d'impact sérieuse. Correspondait tout simplement à un message médiatique consécutif à la débâcle municipale. La réforme territoriale méritait mieux que ce gâchis, cette absence totale de cohérence de texte en texte, de la loi MAPAM à la fusion de régions, à la loi NOTRe, du rétablissement de la clause de compétence générale à sa suppression, de l'annonce de l'élimination des départements puis des conseils généraux à leur maintien, le tout combiné avec l'arrivée du fameux binôme départemental que nous avions ici condamné les premiers et dont aujourd'hui personne ne veut. Quelle logique pouvait-il y avoir à découper de nouvelles régions avant de travailler sur leurs ressources financières et sur leurs compétences? Quelle logique pouvait exister quand le découpage décidé ne tient nullement compte des bassins de vie, de la géographie, de l'histoire, de la sociologie, de l'économie, mais repose essentiellement sur les diktats des grands hiérarques du parti majoritaire, lesquels d'ailleurs préparent de fait le pouvoir exorbitant de leurs successeurs de l'opposition actuelle, avec pour couronner le tout l'entrée en force de l'extrême droite inéluctable en conservant l'ancien mode électoral appliqué à de grandes régions. Beau travail, Monsieur le Ministre. Ce découpage partisan, nul ne saurait le nier lorsqu'on constate le maintien de la Bretagne, le transfert en cours de débat du Limousin vers l'Aquitaine à la demande du maire de Tulle qui s'en est prévalu publiquement, l'accord évident entre le président d'Aquitaine et celui de Midi-Pyrénées pour se partager les fiefs voisins. Pauvre région centre, qui reste toute seule agrandie du titre de Val-de-Loire. Évidemment, ce qui est la démonstration, Monsieur Sueur, qu'il ne s'agissait pas de fabriquer des grandes régions, puisque vous restez une petite région. Mais avec de grands élus. Mais avec de grands élus, je répète. Bon. Comment ne pas revenir sur la procédure utilisée par l'exécutif pour déposer d'urgence ce projet? Le combat du mois de juillet du Sénat sur le rejet de la procédure accélérée par la conférence des présidents, à ma demande? La saisine du Conseil constitutionnel sur la squelettique étude d'impact, sur la motion référendaire rappelée par Éliane Assassi. L'exécutif a reproché au Sénat d'avoir rendu une copie blanche. Il a dit que si nous avions fait des propositions, il en aurait été tenu compte.
J'ai dit dans mes interventions de ce mois d'octobre que le Sénat allait rendre une copie complète, un travail constructif, des propositions raisonnables, en acceptant le principe de la fusion des régions, mais j'ai aussi dit que le gouvernement ne tiendrait strictement aucun compte du travail du Sénat, et c'est ce que vous faites, en faisant balayer par vos députés toutes les propositions pratiquement émanant du texte sénatorial. Sur le nombre des régions, en refusant la proposition de l'Alsace, sur le Languedoc-Roussillon, en persévérant à le marier de force avec Midi-Pyrénées, sur le droit d'option des départements, que vous supprimez de fait. Seule atténuation due à la seule sagesse du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, seul à être sensible aux propositions du RDSE, la garantie de 4 conseillers régionaux par département, hélas, en mettant à l'écart un seul département, la Lozère, ce qui est une discrimination lamentable. Il s'agit d'ailleurs d'une avancée symbolique, parce que moi j'ai fait le calcul, vous voyez, dans mon département, il y en aura 5 élus. Mais il fallait un message. Vous l'avez au moins retenu partiellement. Et je tiens à remercier notre rapporteur, notre collègue Buffet, d'avoir tenu compte de la position que j'avais exprimée et fait beaucoup de travail pour convaincre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais quel mépris vis-à-vis de la Haute Assemblée. Le 12 juillet dernier, Madame la ministre Lebranchu répondait à la question d'actualité de notre regretté collègue Christian Bourquin. Elle disait « Il va de soi que le Premier ministre laissera le débat au Sénat totalement ouvert ». Elle a dû confondre ouverture et cadenas. De fait, ce projet de loi est un affront à tout débat démocratique. Alors que voici quelques jours, le président de la République déclarait vouloir qu'il soit recouru au référendum pour les projets locaux suite à l'affaire du barrage de Sivens, le gouvernement a refusé même de consulter les collectivités locales concernées, que ce soit les régions ou les départements. Exit les demandes de l'Alsace, exit le vote du Conseil régional d'Auvergne. Je souris en écoutant le président actuel de la région Auvergne, qui a changé d'avis d'ailleurs en quelques heures, s'opposant au départ à ce projet de fusion et puis le trouvant aujourd'hui excellent, alors que le Conseil régional d'Auvergne, il n'y a eu que 14 voix sur 47 pour approuver la fusion. Et une majorité de députés de toute sensibilité à l'Assemblée s'est exprimée contre cette fusion. Et le comble du mépris de la représentation régionale, c'est le Languedoc-Roussillon, et j'y reviendrai. Le Sénat, sur la proposition du rapporteur et de notre groupe, a rejeté la fusion Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Sachez, monsieur le rapporteur François-Noël Buffet, que vous et moi avons été qualifiés dans les médias par le président Malvy d'avoir été minables et médiocres. Voilà où mène l'excès de pouvoir des présidents de conseils régionaux que le projet va encore conforter. Exactement, Madame Gourault, je ne me le permettrai pas. Le Conseil régional du Languedoc-Roussillon a voté contre la fusion par 65 voix contre 1, toutes sensibilités confondues. Le président Bourquin, notre collègue, est venu dans cet hémicycle quelques semaines avant son décès, dans sa question d'actualité du 12 juillet, confirmer le regret absolu de cette fusion par son Conseil régional. D'abord, au niveau de la courtoisie à l'égard d'un homme qui venait exprimer un dernier cri, le gouvernement ne s'est point illustré. Oui, le gouvernement a su profiter de la disparition de Georges Frêche, puis de Christian Bourquin, pour perpétrer ce mauvais coup, contraire à toute l'histoire de ces deux régions. Il n'y a pas de place pour 2 métropoles régionales dans la même région, Monsieur le ministre. Région qui ira du Gard et de la Lozère jusqu'au nord du Lot. Ce n'est pas de l'aménagement du territoire. Imaginez la réaction de Georges Frêche face à ce projet détruisant son œuvre. J'avais promis au président Bourquin de mener son combat jusqu'au bout, et je le fais avec fidélité et conviction. Comment ne pas parler à ce moment des départements ruraux excentrés que ce projet va finir de marginaliser? Vous créez des îles de l'intérieur, éloignées de Paris et tout autant, voire plus, des nouvelles métropoles régionales.
Des départements dont la représentation tellement faible dans les nouveaux conseils étouffera définitivement l'expression et sans nul doute le développement. Mais je sais que ça intéresse peu le gouvernement. Quand j'entends vos représentants déclarer que la grande région Rhône-Alpes-Auvergne est tellement riche qu'elle nous fera nos routes, développera notre économie, je suis triste. Parce que je sais que c'est une tromperie. Dans un pays qui n'a jamais pu réaliser de liaison transversale, éloigner encore plus nos territoires de la métropole régionale, c'est irresponsable. Le gouvernement sait que ces territoires crient à l'abandon, à l'injustice, d'où les déclarations sur l'égalité des territoires, mission confiée, permettez-moi de le dire cyniquement, au ministère du Logement. Mais là, nous sommes dans la communication, pas dans le concret, pas dans le lien avec le terrain, ce lien que vous détruisez avec les textes institutionnels que vous imposez sans concertation depuis 2 ans. Non-cumul, sauf pour les nouveaux grands conseillers régionaux. Absurde binôme départemental. Projet de loi NOTRe et demain une partie de la loi Macron qui contribuera à vider les territoires ruraux de ce qui leur reste de matière grise, de professions libérales, de cadres, au profit de structures financières logées à Paris et dans les métropoles. Merci, Monsieur le Ministre. Par contre, ces textes aboutissent à éradiquer, en plus, des sensibilités politiques telles que celles que j'ai l'honneur de présenter. D'ailleurs, votre parti a encore enfoncé le clou lors des dernières sénatoriales. Encore merci. Ceci étant, vous aurez aussi contribué, Monsieur le Ministre, à avancer à grands pas vers l'éradication de votre propre sensibilité. Je ne sais si vous nous suivrez ou vous nous précéderez dans la tombe. Mes chers collègues, avec l'humilité et avec humilité, j'ai souvent une pensée affectueuse pour le président Monnerville. Je ne saurais mieux faire que de vous citer en conclusion quelques mots de son discours du 19 décembre 1968 sur le référendum de 1969. Messieurs du gouvernement, il vient un jour où les peuples enfin éclairés refusent de pardonner à ceux qui les ont abusés. Il rappelait aussi le discours de Georges Clemenceau, cher au Premier ministre Manuel Valls en 1910 sur le Sénat. Les événements m'ont appris qu'il fallait donner au peuple le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion, c'est le Sénat. Je constate que vous avez malheureusement peu à faire de la réflexion du Sénat et en conséquence, la majorité et l'unanimité du groupe RDSE votera le texte du Sénat et rejettera le texte du gouvernement. La parole est à Monsieur Jean-Marie Bockel pour le groupe UDI-UC. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nos interventions, que ce soit aujourd'hui ou dans les précédentes lectures, on montre une fois de plus l'absence de vision de la démarche qui est la vôtre, et ça vient d'être fait à l'instant avec talent par notre collègue Jacques Mézard. Le gouvernement a en fait décidé depuis le début de mettre la charrue avant les bœufs, alors que la clarification des compétences, dont l'examen ne débutera que demain avec la loi NOTRe, aurait dû être le point de départ de toute réforme. Nous le regrettons vivement. Surtout, je demeure convaincu qu'aucune réforme territoriale ne pourra produire pleinement ses effets sans une réforme en profondeur de l'État. C'est bien là un préalable indispensable. Or, je constate que l'exécutif semble bien peu enclin à faire bouger, au-delà des paroles, les lignes à ce sujet. Malgré toutes ces critiques, le Sénat a démontré lors de ses travaux en commission spéciale et en séance qu'il entendait s'impliquer de manière constructive dans ce processus de réforme. Nous avons ainsi apporté les modifications substantielles à ce texte, notamment sur le droit d'option, et établi une carte équilibrée et cohérente en rejetant, lors d'un vote sans appel, un amendement visant à réformer la trop grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Malgré cela, le gouvernement et la majorité socialiste continuent de se montrer complètement fermés, ne laissant aucune place au dialogue et au bon sens. On l'a compris, le gouvernement veut imposer sa carte à 13 régions et la commission mixte paritaire n'avait dans ce contexte aucune chance d'aboutir. Cette attitude jusque-boutiste est d'autant plus incompréhensible que la formation de cette région ALCA, aussi grande que la Belgique, repose sur des arguments qui méconnaissent les réalités historiques, culturelles, sociales et économiques de nos territoires. On nous répond
On nous rétorque que l'Alsace ne pourrait rester seule car elle n'atteindrait pas la fameuse taille critique, vous l'avez encore dit tout à l'heure, Monsieur le Ministre. Or, si on regarde nos voisins, on constate qu'il n'y a pas d'optimum régional. Quid par ailleurs de la Corse et de la Bretagne inchangés. L'argument ne tient pas. Plus que la taille, il fallait s'atteler à la gouvernance des régions, en leur donnant plus de marge de manœuvre afin qu'elles disposent des moyens de mettre en œuvre des politiques territoriales ambitieuses. À cet égard, l'Alsace souhaite toujours s'inscrire dans une démarche innovante à travers une union des collectivités alsaciennes dotées de compétences nouvelles, financées par des transferts de fiscalité. Cette expérimentation unique répondrait aux objectifs de simplification et de proximité et pourrait servir d'exemple. Les 3 assemblées départementales et régionales se sont largement prononcées en faveur de cette option. Dès lors, pourquoi bâillonner cette initiative? On nous rétorque ensuite que l'hostilité des Alsaciens à cette grande région serait synonyme de repli sur soi. C'est tout le contraire. Une telle affirmation laisse transparaître un raisonnement purement hexagonal, faisant fi de la position de l'Alsace au cœur de l'Europe, qui s'est engagée depuis plusieurs années, décennies même, dans une coopération transfrontalière dense et dynamique dans le bassin rhénan avec nos voisins suisses et allemands. La carte, telle qu'elle a été modifiée par l'Assemblée nationale et acceptée par le gouvernement, a été perçue comme une provocation par les Alsaciens, ce qui n'a pas manqué de susciter, hélas, une résurgence d'un discours autonomiste ultra-marginal depuis 70 ans. Bravo, beau succès. Moi qui suis d'une famille qui, dès l'entre-deux-guerres, combattait les autonomistes, était combattue virulemment par eux, je pensais que notre génération ne connaîtrait pas cette résurgence. Eh bien, voilà un bel exploit. Le républicain que je suis, comme nous le sommes tous, ne peut par ailleurs que déplorer les propos outranciers de quelques-uns d'entre régions, mais des propos que je mets pour l'essentiel sur le compte d'une profonde incompréhension, proche même parfois d'un vrai désarroi. Comment le gouvernement peut-il rester sourd à la mobilisation des Alsaciens, très inquiets? Un redécoupage ne peut procéder de l'improvisation, alors même que notre pays a signé, rappelons-le, la Charte européenne de l'autonomie locale, qui prévoit une consultation préalable à toute modification des limites territoriales locales. Monsieur le ministre, la méthode employée par le gouvernement est inacceptable. On nous demande de nous prononcer sur le contenant avant le contenu, sans étude d'impact digne de ce nom. On veut nous imposer une nouvelle carte des régions sans concertation, sans prise en compte des identités. On refuse de prendre en compte les apports du Sénat, émanation des collectivités locales. Vraiment, tout cela est très dommageable et laissera des traces. À l'heure de cette ultime lecture, dont l'issue ne laisse guère de place à l'optimisme, je regrette que l'Alsace apparaisse comme une variable d'ajustement et que la voix de la Haute Assemblée, de l'Assemblée des territoires, ne soit pas suffisamment écoutée. Une démarche pleinement concertée eût été pourtant indispensable pour poser les jalons d'une réforme territoriale réussie. Je crois que M. Mézard y faisait allusion tout à l'heure, ou Mme Assassi, je crois plutôt. J'ai voté, je fais partie de ceux présents ici qui ont voté les lois de 1982, et je ne retrouve pas ici le souffle. Qui sème le vent récolte la tempête. Merci. La parole est à Monsieur Dominique de Legge pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ici même à cette tribune, le Premier ministre, il y a quelques semaines, déclarait vouloir être à l'écoute des territoires et du Sénat qui en est leur représentant. On sait ce qu'il en est advenu. Ouvrant avec 20 minutes de retard, la CMP chargée d'établir sinon un texte commun, du moins un rapprochement entre les deux assemblées, son président déclarait qu'il n'y avait pas lieu de siéger car aucun rapprochement n'était possible. Ainsi, l'Assemblée nationale a rétabli un texte semblable à celui qu'elle avait adopté en deuxième lecture, hormis la représentation des petits départements au sein des conseils régionaux, disposition introduite d'ailleurs par notre Assemblée. La commission spéciale du Sénat a, dans la continuité de ses travaux antérieurs, établi un texte reprenant ces positions afin, comme l'a rappelé le président Larcher lors du lancement de la conférence territoriale le 10 décembre, afin de porter d'une voix commune les attentes des collectivités territoriales. Ceci me conduira à formuler 3 observations sous forme de critique.
Critique de la méthode tout d'abord. Jamais une réforme n'aura été élaborée avec autant de légèreté. Nul n'ignore ici avec quelle précipitation et confusion ce projet a été conçu par le gouvernement pour répondre à l'urgence médiatique et lui permettre d'afficher pour un temps un visage réformateur. L'objectif n'était visiblement pas de créer des territoires pertinents et cohérents, mais était d'afficher la division par 2 du nombre de régions. Ceci explique le refus d'écouter le Sénat et l'absence de concertation avec laquelle ce projet a été conduit. Autre point choquant, cette réforme répond aux intérêts de quelques-uns et non à ceux de tous les territoires. Là encore, personne n'ignore que ce projet de loi a été décidé par quelques-uns dans leur intérêt, à l'insu de tous les autres. Cette réforme d'en haut est donc la parfaite illustration des contradictions du gouvernement, partagées entre ses incantations girondines et ses réflexes jacobins. On ne peut pas à la fois, Monsieur le ministre, être girondin et jacobin, pousser les régions à se déployer et décider tout à leur place, y compris du choix du siège de la capitale régionale. Enfin, cette réforme s'inscrit dans une chronologie totalement incohérente. Comment le Parlement peut-il en effet examiner un projet de loi visant à délimiter les régions, alors même que nous ne savons rien des compétences de ces futures collectivités? Nous avions voulu, avec l'article 1A, corriger cette incohérence en mettant en perspective chaque échelon de notre administration territoriale et, ce faisant, poser quelques principes sur les missions et fonctions de chacun d'eux. Mais vous l'avez refusé. Cette initiative sénatoriale était d'autant plus fondée qu'elle venait tenter de conclure une période de cacophonie gouvernementale. Souvenez-vous, Monsieur le ministre, de la clause de compétence générale. À peine avait-elle été rétablie dans le texte sur les métropoles que Madame Lebranchu, qui rapportait ce texte, annonçait sa suppression. Souvenez-vous de la déclaration du président Hollande en janvier 2014 devant les Corréziens, affirmant que le département était l'échelon de proximité par essence, tandis que le Premier ministre annonçait 3 mois plus tard leur suppression. Délimiter les régions dépend étroitement du sort qui sera réservé plus tard aux départements. Il est inenvisageable de vouloir dans le même temps supprimer l'échelon départemental et diviser par 2 le nombre de régions. Débattre de la taille des régions avant de fixer leur domaine d'intervention et refuser de préciser comment elles fonctionneront demain en lien avec les autres collectivités territoriales, je vous le dis, Monsieur le ministre, comme je le pense, relève au mieux de l'amateurisme, mais je crains de l'incompétence notoire. Critique des principes qui guident ce texte. Tout d'abord, pourquoi cette fixation, cette obsession sur la taille des régions comme l'alpha et l'oméga de leur puissance et de leur efficacité, alors que toutes les études européennes contredisent l'idée que la taille fait la puissance? Le gouvernement n'a eu pour seul horizon que la taille de ces futures régions. Ainsi, cette réforme va-t-elle engendrer des régions sans logique territoriale, sans logique économique, sans logique démocratique, avec des élus encore un peu plus éloignés des territoires et des électeurs? Quant à l'argument d'économie d'échelle que vous aviez avancé, Monsieur le ministre, il a fait long feu, même vous n'osez pas le reprendre. Venons-en maintenant aux compétences elles-mêmes. Alors que chacun s'accorde à dire que les régions doivent avoir des missions stratégiques, vous voulez leur confier des tâches de gestion qui, tout naturellement, seraient plus pertinemment exercées au niveau départemental, niveau que vous voulez ou que vous vouliez supprimer, tant il est vrai qu'on ne supprime singulière de montrer et raconter l'Europe. Le docu-débat, c'est un documentaire suivi d'un débat pour prolonger la discussion.
Bring the action. When you hear this in the club, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are. 24 heures Sénat, c'est le nouveau rendez-vous de la rédaction de Public Sénat pour débattre et décrypter toute l'actualité du Sénat. Pour refaire toute l'actualité politique et parlementaire de la semaine, c'est bien sûr Parlement Hebdo, 45 minutes pour tout comprendre. Les réactions à chaud des ministres et des parlementaires en direct de la sortie de l'hémicycle. Retrouvez-nous tous les jours en direct pour suivre les temps forts des textes en séance et des auditions. Dans Preuve par 3, je mets à l'épreuve les responsables politiques sans concession autour de 3 temps forts. Le grand rendez-vous politique du soir qui décrypte l'actualité du jour. Bring the action. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. Le Club des municipales, c'est le rendez-vous électoral de l'année sur la chaîne Public Sénat où j'inviterai autour de moi l'ensemble de mes confrères pour débattre et décrypter